des fois tu te sens grave épié quand t'es une personne trans, genre des fois il suffit que t'as un peu les jambes écartées dans le métro et tout, t'es comme ça, tu vois quelqu'un qui te fixe, tu te dis putain peut-être que la personne elle sait, genre elle m'a regardé tout, ça se trouve elle sait tout, peut-être c'est ma façon de croiser les jambes, peut-être elle a dit bizarre, il croise les jambes, il se bloque pas tu vois, le pénis et tout, j'étais en mode, peut-être c'est comment je me suis posée là à l'instant, je sais pas. Et là en fait j'ai plus aucun doute que comment tu vas savoir? Même si là, il y a une grosse tempête qui passe, qui baisse mon pantalon, tu vas juste être en mode hop, désolé, petit oiseau est sorti. Ouh là là, c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. On les aime, mais c'est contre nature. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre nature. Très bien, c'était très beau, très harmonieux. J'allais dire c'est le deuxième épisode de la saison, mais encore une fois on parle pas en termes de saison, on parle juste en termes d'épisode. Et aujourd'hui on a l'honneur et le plaisir de recevoir Louis. Salut. Connu aussi comme Loulou parfois sur les réseaux sociaux et avec qui on a fait pas mal de vidéos ensemble. Ouais. Yes. Bon, on se connaît pas mal, du coup ça aide pas mal pour le podcast pour pouvoir embrayer sur plein de thèmes, sujets. Yes. On sait qu'en plus tu parles vraiment sans tabou et tu permets à tellement de gens de se renseigner sur des questions qui sont difficiles à trouver parce que personne n'en parle, ou alors simplement le fait de te voir toi, ça donne beaucoup d'espoir et ça fait du bien, quoi. Et on t'a croisé la semaine dernière du coup aux Tuileries, Yes. au marché de Noël, surtout n'y allez pas, c'était horrible. à Paris, c'est C'est pas plein. comme nous, on est allé le premier week-end, en fait, on a fait Non, mais l'erreur là. Vous avez on a mangé amené des churros aussi. ou pas, vous? Non. Non. Mais non, mais vous êtes même pas resté du coup, si ou comme... Si, franchement, ok. on est resté un petit peu, mais Ok. enfin, c'était trop. Non mais quand on s'est vu, je te jure que nous on venait d'arriver et j'étais en mode On est sort arrivé, on est reparti directement, direct. il y avait un Ah monde ouais, mais de trop fou. Je de pense gens. que même au concert de Beyoncé, il n'y avait pas autant de monde. C'est ça. On a rencontré C'était ta maman qui horrible. était adorable. Adorable. Et ta Ouais. copine aussi qu'on Ouais, on l'a connaît jamais déjà. rencontré et je sais pas si tu me la montres beaucoup sur les réseaux ta maman mais... Ça m'est déjà arrivé. Après, peut-être plus en story qu'on poste. Ouais. On avait fait une vidéo ensemble Oui. où on avait parlé justement de la parentalité quand tu as un enfant trans. Mais voilà, c'était une vidéo assez rapide et je pense que après c'est un peu le but de mon profil si vous le connaissez Oui, pour oui, oui. certains. C'est voilà, j'essaie de faire des choses assez concises et directes. Ouais. Pour pas bombarder les gens d'informations et qui se perdent un peu dans ce flux de connaissances qu'ils n'ont pas encore. Et du coup, mes vidéos, c'est vrai que j'essaie de faire court, concis, clair. Et du coup, c'est vrai que la vidéo que j'avais faite avec ma mère, elle était, on va dire, sur des points principaux, mais c'est difficile de tout aborder dans 3 minutes de vidéo Oui, oui, sur oui, la oui. parentalité. En tout cas, on sait qu'elle te soutient dans tout ce que Ouais. tu fais, dans toutes tes démarches, Ouais. dont tu nous parleras plus tard. On Alors, a deux petites questions yes, pour toi, pour on commencer. commence, on dit ça comme si c'était une habitude, mais c'est littéralement le deuxième épisode. Mais on va commencer par te poser 2 petites questions, et c'est des questions qu'on va poser à tous les invités. Enfin, 2 questions. La première, en fait, on va te demander de nous raconter une anecdote ou quelque chose qui est soit vrai, soit fausse. Donc, tu as soit l'option de nous dire quelque chose de vrai, et c'est une dinguerie, ou peut-être pas, hein, mais c'est juste un truc sur toi, tu vois. Ok. Soit tu nous mythos de ouf, et en fait, à la fin de l'épisode, tu nous diras si c'était une vérité ou un mensonge. Ok. Putain, j'aurais C'est un dû peu- réfléchir à partir là. C'est un peu un travail d'acting de dernière minute qu'on... Donc, demande, une mais- anecdote sur moi. Ok, j'ai déjà vu 6 fois Beyoncé en concert. Oh, C'est pas mal. c'est pas mal. Tu nous diras à la fin si c'est vrai ou pas, mais genre en vrai, En tout cas, paye ton budget, hein, parce que 6 fois Beyoncé, là, c'est un... en vrai, ouais. Après, j'ai pas dit sur quelle période, tu vois, ça peut être 6 fois dans une... Enfin, c'est beaucoup 6 fois dans une vie. En vrai. On a une Ok. deuxième question pour toi. Vas-y, essaye de... Si ta vie était un film ou une série existante, laquelle ce serait? En vrai, Euphoria, je trouve, représente bien quand même le quotidien des adolescents. Je te parle pas du personnage principal qui voilà, est quand même dans un truc assez excessif. On est dans un monde rempli de drogue et de trafic et tout. C'est pas ça, normalement, la vie de la plupart des adolescents. Mais de manière générale, je trouve que ça représente assez bien la vie des jeunes. Et en vrai, The Walking Dead, parce que c'est trop dur en ce moment. Hein, C'est dur. Franchement, je me sens vraiment comme un truc de fin du monde, sans zombies encore. Mais en vrai, je pense que je pourrais survivre. Donc,
nous, on te connaît, et on te connaît bien, parce que justement, on a déjà travaillé, on a déjà été dans des vidéos à nous sur Paint et tout ça. Mhm. Et on s'est éclaté d'ailleurs à chaque vidéo. Mais pour toutes les personnes justement qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux parler un tout petit peu de toi, notamment Ouais. ton coming out, quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais un homme trans, etc. Mhm. etc. Bah moi, du coup, comme la plupart des personnes trans, j'ai fait un premier coming out qui était du coup un coming out lesbienne. J'avais 15 ans à l'époque, mais après, bon, j'ai toujours été attirée par les femmes hein, depuis tout petit. Et en fait, une fois mon coming out lesbienne fait, j'ai commencé à me masculiniser, couper les cheveux, m'habiller chez les garçons, tout ça, tout ça. Mais il y avait un sorte de manque que je sentais, comme quelque chose qui n'était pas clair. J'avais pas l'impression d'être totalement honnête avec moi-même. Et un jour, en fait, j'ai vu un documentaire sur France 2 sur les personnes trans, enfin, un sujet vraiment que je ne maîtrisais pas du tout, que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment c'est possible? Est-ce que c'est légal? Comment ça se passe en France, etc. Surtout que c'était un documentaire français avec 3 personnes trans françaises. Il y avait un adolescent qui faisait sa prise de testostérone, un jeune adulte qui commençait à faire sa mamec et une femme on va dire une vieille femme, on va dire, qui faisait l'opération de réassignation sexuelle. Du coup, c'était vraiment 3 étapes un peu du parcours type trans. Et j'étais absorbée par le documentaire. Et après, ça m'est resté en tête. J'ai commencé à faire des recherches en mode obsession sur Google. Et je suis tombée sur tout ce qui pouvait exister à ce moment-là sur les personnes trans. C'était déjà assez complet quand même, parce qu'on était quand même en 2018, donc c'était pas non plus il y a 15 ans. Mais j'avoue que voilà, par rapport à aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a c'est encore mieux aujourd'hui maintenant quand on tape ça sur Internet. Mais c'était déjà assez complet, assez pour que je puisse trouver de quoi m'aiguiller, comment faire et comment aborder la chose et tout. Et après, je l'ai dit à ma mère. Tu connaissais des personnes trans autour de toi? Pas du tout. Pas du tout. Personne. Ah non, 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 non. Moi, j'ai commencé à follow des personnes trans sur Insta. Et c'était des personnes américaines. Donc déjà, le parcours n'était pas le même. Mais ça me permettait de me projeter, on va dire, d'une certaine manière. Bien évidemment, c'était des personnes trans blanches. Parce que c'était très difficile de trouver des personnes trans racisées. Pas parce qu'elles n'existaient pas, mais parce que de manière mainstream, publique et connue, c'était pas ça. C'était en plus les tout débuts des trucs comme Orange is the New Black. Donc Laverne Cox n'était pas qui elle est aujourd'hui. Donc tous les modèles qu'on a aujourd'hui n'étaient pas encore big à cette époque. Ça a commencé en fait. Et du coup, j'en ai parlé à ma mère et pour lui dire que je pense fortement que c'est ce qu'il me faudrait pour être vraiment bien en fait. Et à quel moment tu comprends toi-même que t'es... Enfin, tu vois, genre... parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui disent les mineurs c'est impossible qu'ils sachent déjà qu'ils sont trans et tout ça et puis c'est le lobby je sais pas quoi. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais répondre à ça? Moi j'ai commencé à mettre des mots dessus quand j'avais 5 ans. Faut savoir que ce sont des mots d'enfant. Ça va pas être maman je suis trans machin chouette ça. Oui, tu connais même pas ce mot à la base donc oui. Et je pense qu'aucun enfant de 5 ans ne connaît ça. Moi c'était vraiment plus des choses du type je suis un garçon, pourquoi moi j'ai pas de zizi comme les autres garçons, etc. En fait à un âge où on commence à remarquer la différence entre les corps, moi je n'étais pas en accord avec le mien et ça je l'exprimais clairement. Mais encore faut-il vouloir entendre ce que son enfant nous dit à ce moment-là et essayer de naviguer avec lui à travers ça. Je pense que les gens se laissent un petit peu emporter par on va dire, la transphobie ambiante de la société, les médias qui font aussi un taf assez sale sur nos identités. Et ça crée une sorte de peur, en fait, collective, qui est en fait fondée sur du néant. Parce qu'en fait, des enfants trans, oui, ça existe, mais aucun enfant ne transitionne déjà de manière chirurgicale ou même de manière hormonale avant un certain âge, déjà. Donc, l'histoire de c'est... comment ils disent ça? C'est mutiler nos enfants, etc. C'est complètement bidon, parce que ça n'existe même pas, c'est illégal. Et les bloqueurs de... Enfin, je sais pas si Les bloqueurs de puberté, ça existe, mais déjà, il faut l'accord des parents.
Et on commence à les prendre à un certain âge aussi, juste avant la puberté. Et puis, c'est réversible. Je veux dire, les bloqueurs de puberté, à partir du moment si on ne veut plus les prendre, on arrête. Et puis, la puberté, elle recommence ou elle reprend son cours, quoi. Moi, ce que je dis souvent, c'est que une transition au niveau d'un enfant, c'est avant tout une transition sociale. Quand son enfant nous parle de transition, nous parle de choses qui ont l'air proches d'une transition, avant tout, c'est le principal objectif, c'est d'accompagner son enfant en lui proposant, par exemple, déjà des pronoms qui lui conviennent, des vêtements peut-être qui lui conviennent plus, une décoration de chambre qui lui convient plus. C'est des choses qui se changent, qui sont pas fixes, qui sont pas irréversibles, qui sont pas si graves. Même une transition n'est pas grave, hein, mais pour dire que c'est pas aussi grave que ce que les gens se font en idée dans la tête. Donc avant tout, c'est social et ça accompagner l'enfant dans ce cheminement-là. Et si vraiment il s'avère que l'enfant est trans, par la suite, possiblement, s'entourer de personnel médical qui peut accompagner la famille dans une transition dite hormonale avec bloqueur de puberté et par la suite, possiblement des vraies hormones type oestrogène ou testostérone. Ou voilà. Mais tout vient à point. Voilà, on commence pas la testo à se piquer à 6 ans. Allez hop. Et toi, ça t'aurait aidé, tu Voilà, penses, si tu avais pu prendre des bloqueurs d'hormones? Oui. Ouais. Tu Oui, penses oui. que tu aurais été plus heureux, plus épanoui ou c'est... J'ai pas vécu une adolescence horrible. J'ai pas été super mal dans mon corps. J'étais mal à certains moments plus que d'autres, mais j'ai pas vécu une adolescence où je voulais m'arracher non plus la poitrine, etc. Donc oui, je pense que ça aurait été mieux. Après, j'en ai pas gardé des séquelles immenses aujourd'hui de cette puberté féminine. Mais bien sûr, si c'était à refaire, je Oui. le referais différemment. Après, malheureusement, ça ne tenait pas à moi, en fait. C'était à ma mère d'agir sur ce point-là. C'est pour ça qu'il est important, je pense, je pense qu'il est important pour les parents de prendre leurs responsabilités sur ça, parce que c'est vraiment eux qui sont décisionnaires au final de la possible transition de leurs enfants. Donc voilà. Sur tes réseaux, du coup, @loulou parfois, on vous invite à le suivre si ce n'est pas déjà fait. Tu es très transparent par rapport à justement qui tu es et notamment à justement ta transition, les étapes qui comprennent cette transition et notamment dernièrement la phalloplastie. Yes. Donc nous, on aimerait que ce podcast aussi puisse être utile à des personnes trans qui nous écoutent et même justement à des personnes cisgenres qui ne comprennent rien au système, entre guillemets, système. Par exemple, là, si quelqu'un se révèle, se rend compte ou assume que il ou elle est une personne trans en France, comment ça se passe? C'est quoi la première étape à faire? La première étape, à vrai, si c'est civil ou quoi? C'est si vaste parce que, je le répète tout le temps, il n'y a pas de parcours type, il n'y a pas de transition type. Il y a des gens, ils voudront juste faire une transition sociale, changer de prénom et être genrés différemment auprès de leurs proches, leur famille, et ça va peut-être leur suffire. D'autres voudront absolument passer par les hormones, d'autres voudront passer par les hormones et une opération ou 0 opération. C'est vraiment, c'est très vaste. Et pour le changement de prénom et tout ça, est-ce que c'est... Le changement de prénom... Niveau administratif, tu dis? Ouais, niveau le changement de administratif, comment ça se prénom, si par exemple on veut seulement faire le changement de prénom, ça se passe en mairie. Il faut demander un formulaire, tu le remplis. C'est assez rapide et généralement ça se passe assez bien. Moi, j'ai vraiment pas eu de souci là-dessus. J'avais pris un formulaire, j'ai rempli. Je crois que tu dois faire une petite lettre pour expliquer. Et puis voilà. Maintenant, le changement d'état civil en France, c'est assez compliqué parce qu'il faut passer devant un tribunal encore aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a pas l'avantage de nos voisins, par exemple belges, où tout se passe en mairie en fait. Voilà, on demande un formulaire, on fait les deux et basta. Les Belges, ils peuvent changer leur genre juste en passant à la mairie. À la mairie, ouais. Ok. Nous, on est vraiment... c'est la France, quoi. Hein. Les papiers, la paperasse, la Administratif, complexité, on adore. et attendre des délais monstres, voilà. C'est-à-dire combien de temps, par exemple? Ça dépend d'un tribunal à un autre. Voilà, moi, j'ai attendu 3 mois. Il y en a, ils vont attendre 6 mois. Voilà, ça dépend. Ce qui est quand même très long. Hein, je veux Ouais. dire, Et le tribunal pourrait dire que non? Bien sûr. En fait, il faut monter un dossier qu'on appelle on appelle une requête de changement d'état civil. Et en fait, dans cette requête, tu déballes toute ta vie, de A à Z. Tu dois expliquer tout ton cheminement psychologique, physique, chirurgical, etc.
en détail, avec des pièces qui prouvent ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire, j'explique que, voilà, dans le premier paragraphe, j'explique que je m'appelle ceci, cela, que j'ai changé mon prénom à la mairie à cette époque-là, que j'ai fait cette opération-là, là. Juste à la suite, je mets petit 1, copie de mon état civil, copie de ma carte d'identité, copie de mon ordonnance, je mets toutes les pièces de ce que je viens d'avancer. Wow. Pareil, quand je vais parler des chirurgiens qui m'ont pris en charge, je vais mettre les lettres de mes chirurgiens. Je vais mettre les lettres de mon école, si je parle que mon école est au courant. Je dois mettre ma carte d'étudiant. C'est une lettre de motivation plus résumé, plus tous Ouais. les. Enfin, tu vas les convaincre, quoi. Et Vraiment. il faut des comment on appelle ça, des attestations de proches. Donc, Mais si t'as il pas de faut que proche, Ouais, si t'as pas eu la chance. généralement, t'as au moins un proche. T'as au moins un ami, un cousin, oui, mais un si frère. c'est que des transphobes autour de toi, qu'il n'y a personne qui est prêt à t'appeler, tu vois. Enfin, Tu peux Non, ou si justement t'as pas eu la chance d'avoir justement un je sais pas quelconque parcours avant, t'as rien à prouver, enfin t'as pas de pièces pour prouver. Tu peux pas faire ton changement. Ah Donc ouais, en fait, ok. tu es obligé de prouves faire avec aussi quoi ton coming out avant. Enfin, tu es obligé de le dire aux gens avant de tout d'entamer les procédures. C'est-à-dire que tu peux pas entamer les procédures sans que les gens soient au courant. Tu peux le faire, mais ton dossier va être très fin. Et là, mais c'est horrible, ça c'est horrible de d'être penser compliqué ça. pour qu'il passe, tu vois. Moi, mon dossier faisait 40 pages. 40 pages pour prouver que tu es qui tu es, quoi. Ouais. Super. Wow. Une fois que tu as monté ça, tu l'envoies au tribunal là où tu habites. Donc, et après, il t'envoie une convocation par courrier, convocation à laquelle tu dois te présenter au tribunal. Et tu passes devant un juré de 3 personnes avec un greffier qui récapitule un petit peu ton dossier, qui te pose quelques questions, demande pourquoi tu es là, machin chouette, etc. Pose quelques questions et puis ensuite tu repars. Et tu reçois une réponse, ça peut être en 2-3 mois. Il te justifie quand il te le refuse en mode, sais je pas. trouve que votre histoire ne T'as connu tient des pas la personnes route. qui avaient Oui, été mais refusées j'ai jamais demandé alors il y a quoi dans la Ouais, bah lettre, oui, tu oui, vois. oui. Non, mais je veux dire, Mais- qu'est-ce qu'ils t'ont répondu, quoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit enfin, tu Non, vois. jamais creusé parce que je pense que ça doit faire tellement mal déjà de se Bah, voir oui. refuser ça. Force à ces personnes. J'ose pas dire alors, voilà. Mais je connais des gens qui ont déjà été refusés Oh mon Dieu. plusieurs fois même, hein, Quelle 2-3 fois horreur. de suite. Hein. Et après, 2-3 fois de suite. ce qu'ils essaient de faire parfois, c'est qu'ils changent de tribunal. Ah bah C'est de putain. demander dans un tribunal À ce là où ils stade. sont nés, par exemple, ou voilà. Mais généralement, je crois que tu dois demander soit là où tu es né, soit là où tu habites. Tu n'as pas le droit Ouais, d'aller tu peux à pas aller où tu veux, Kerpeljac, non. Ok. Waouh. Waouh. Donc c'est comme ça en France. Voilà. Mais on a de la chance, entre guillemets, parce qu'en 2016, on devait encore être stérile. Donc voilà, on devait obligatoirement se faire stériliser si on voulait demander le changement d'état civil. Non, mais ça paraît. Donc, En ça ça 2016, paraît là. fou, ça. Ouais. C'était quoi il y a C'était à 7 ans, quoi. 7 ans. Ouais, parce qu'en fait, je pense qu'il y avait une grosse peur de l'État que les personnes trans qui demandent le changement d'état civil puissent l'acquérir et ensuite tomber enceinte pour des hommes oui. ou Oui. ou à procréer pour des femmes trans grâce à leur appareil génital de naissance, tu vois. Je pense qu'il y avait cette peur de « Ah, vous voulez changer d'état civil ? Ok, mais vous devez rester dans la case des hommes cisgenres et des femmes cisgenres. Voilà, Faites vous pas devez d'enfants, pas, surtout, quoi. voilà, vous devez pas vous reproduire, vous devez être... Et après, est-ce qu'il y a des besoins tu sais, avant, il y avait beaucoup de. Il parle du parcours médical qui est en fait un terme horrible parce qu'il y a, enfin, il y a tout le côté de aller voir des psys, aller. T'es tout pas ça, obligé c'est. maintenant d'aller voir des psys pour prendre les hormones. Je sais que tu peux faire la demande même chez le médecin traitant. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Moi, ça m'a servi, le psy, parce que j'en avais besoin, parce que j'avais besoin de parler de mes peurs et de mes appréhensions avant de commencer un traitement hormonal qui est quand même ma vie et qui apporte beaucoup de changements physiques et même psychologiques. Après, tu sais, quand peut-être tu as 30 ans et que tu as 40 ans, 50 ans et que tu commences une transition hormonale, tu n'as pas envie d'aller voir un psy pour lui expliquer ta vie et qu'il te dise oui ou non. Mais c'était obligatoire avant, non? Enfin, Oui, maintenant, c'était ce n'est plus. obligatoire. Jusqu'à D'accord. quelle année, du coup? Je crois que c'est Jusqu'à cette quand année ou l'année dernière que Ouais, c'était c'est ça, récent, c'est quand même. obligatoire. Ouais. Et quel changement t'as ressenti, toi, en prenant des hormones? Est-ce que t'as des choses qui sont flagrantes avec la testo, par exemple? De toute façon, c'est une puberté déjà. Voilà, c'est une puberté masculine, hein, donc tu mues, la pilosité, les odeurs corporelles, à mon grand désarroi. Mais ça se calme après. Les premières semaines, c'est hard. Le premier mois, c'est hard. Genre vraiment, quand tu transpires, tu sens. Mais tu découvres Ah, une mais autre juste ça, odeur, justement, quoi. juste l'odeur. Ok. Vraiment. Ah, faut que ça, j'entende sent ça sent la poubelle. Ok. Et moi, une fois, je suis rentrée chez moi, le premier mois, ça sentait la
poubelle. Je me dis, mais c'est quoi cette odeur de mort? Et Mais je c'est toi. tourne sur moi-même. Je dis, mais elle me suit cette odeur. Et c'était moi. Et en fait, je me suis dit, ouais, tu vois, quand les adolescents ils puent fort, là, les garçons, là, et ben, je comprends. Comment Voilà, tu c'est parles pas de des leur ados. faute. C'est pas de leur faute. Mais j'étais choquée. Après, ça s'est calmé parce que je pense que c'est comme un pic d'hormones. Donc après, ça se régule. Mm. Et du coup, après, ben, l'odeur, elle redevient normale. Et bah oui, après, il y a ça. Et puis, bah, il y a la poussée du coup du clitoris qui change, qui devient un type de micro-pénis, ce qu'on appelle communément le diclite. Mm. Euh, Ah, mais ça, c'est avec les hormones aussi, du coup. ouais. Ok. Ouais. Après, comment dire, il y a des effets qui varient selon des personnes. Tu vois, généralement, on a à peu près tous les mêmes effets, mais certains n'ont peut-être pas certaines choses. Certains vont moins muer. Après, c'est comme tous les hommes, j'ai envie de te dire, il y en a qui muent pas autant que d'autres. Certains n'ont pas de poils, mais après, ça, c'est plus en termes héréditaire. Certains ont la calvasse, d'autres n'ont pas la calvasse. Et certains n'ont pas vraiment la poussée du diclite. Ils restent avec un clitoris qui reste assez minime. Et voilà, certains ont l'arrêt des règles, certains ne les ont pas, malheureusement. Parce que je pense que tout le monde a envie d'avoir cet arrêt des règles là, quand on prend des hormones. Et voilà. Sur tes réseaux, encore une fois, tu parles beaucoup justement de ta transition et notamment ces derniers mois, parce que c'est un long Même processus, dernière année, là, j'imagine. quoi. Oui. Ouais, c'est dernier Ouais, ça mois. fait une année. Sur Ça va faire une année. La Depuis phalloplastie, janvier, du coup. Est-ce que pour toi, c'est important justement de montrer, parce qu'il y a beaucoup de personnes trans, et on le comprend, on l'entend, qui n'aiment pas justement parler de ces thématiques-là, et ça se comprend, c'est aussi très très privé, et ça peut être dangereux d'en parler. Justement, quelle est toi ton intention de parler de ta phalloplastie? Peut-être expliquer ce que c'est une phalloplastie. Et Du donne coup, la une petite définition. Ouais. Ouais, du coup, une phalloplastie, c'est l'opération de réassignation sexuelle pour les hommes trans. Hop, on fait une toute petite pause juste pour vous parler du sponsor de la vidéo, qui est nul autre que Waterdrop. Waterdrop. Donc, qu'est-ce que c'est Waterdrop? Ce sont des petites capsules comme ça, Qu'on appelle des micro-drinks. qui micro-drink, qui donnent du goût à l'eau. Des bonnes vitamines, il n'y a pas de sucre surtout, c'est important à préciser, donc ça donne un peu un très bon goût à votre eau sans sucre. Ça va vous faire boire beaucoup plus d'eau. Exactement, sans OGM, vegan, sans gluten. Et puis, vous pouvez avoir différents types de capsules. Là, par exemple, on a Focus. Il y a des capsules pour le sport, surtout pour donner plus d'énergie. Et il y a tout type de goûts différents. Et ce qui est bien avec Waterdrop aussi, c'est que sur leur site, ils ont tout plein de bouteilles et d'autres accessoires pour boire l'eau. Exactement. Donc c'est beaucoup mieux que d'utiliser des bouteilles en plastique ou des verres en plastique. Vous utilisez des gourdes. Et en vrai, toutes les gourdes, elles sont magnifiques. Elles sont canon. On a des gourdes pour le sport, on a des gourdes pour la rando, on a vraiment des gourdes pour tout. Et il y a aussi des capsules pour le thé, donc ça ne se limite pas que aux boissons froides. Et si vous utilisez notre code PAINT10, PAINT10, vous avez 10% en plus des 50% que vous pourriez avoir C'est de une remise. bonne façon de tester le produit. Et c'est des super cadeaux à faire cette période pour Noël et compagnie. Donc allez-y, allez sur le website, allez voir un peu tous les produits qu'ils ont. Vous avez 10% de remise avec PAINT10 et encore plus de remise sur d'autres produits. Et encore un grand merci à Waterdrop pour la confiance. Yes, on reprend l'épisode tout de suite. Ouais, du coup, une phalloplastie, c'est l'opération de réassignation sexuelle pour les hommes trans. Donc, c'est-à-dire changer son sexe de manière chirurgicale. Pour les femmes trans, c'est la vaginoplastie. Pardon. J'allais dire vaginectomie. Rien à voir. On va t'en parler. Vaginoplastie. Et du coup, c'est à contrario des femmes trans, qui est une opération en une étape. La vaginoplastie, c'est vraiment en une seule fois. Ok, tu rentres, tu sors. Ouais. Enfin, C'est vraiment- pas aussi facilement, mais c'est vraiment C'est très une difficile, fois, quoi. c'est vraiment très 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 douloureux. Ok. Ah ouais. Ouais. Et la phalloplastie sont en plusieurs étapes dans tous les cas. Et en fait, souvent les gens se demandent est-ce que c'est une greffe d'organes, comment ça se passe, etc. Parce que c'est très difficile à visualiser. Les femmes trans, elles ont un amas qui est déjà là et qu'on va, on va dire, replier. On va se servir de ce qui est déjà présent pour créer une vulve, un vagin, un clitoris, etc. Nous, on n'a rien. Vagin, c'est plat. On part de vulve, zéro, c'est quoi. plat. Ouais, on part de rien. Mm. Du coup, on peut pas faire de greffe, de dons d'organes. En France, c'est illégal, en fait. Les dons de pénis sont uniquement dédiés aux personnes cis, enfin aux hommes cis qui ont perdu un membre dû à un accident ou à un cancer, etc. J'ai jamais. Enfin, évidemment, j'y pense pas, mais je savais même pas qu'on pouvait faire un don de pénis. Si. Après, tout don d'organes, c'est une opération très lourde. Il faut être compatible avec le donneur. Après, quand tu as un don d'organes, tu es sous traitement à vie parce que pour éviter le rejet, etc. Donc, c'est quand même des choses très lourdes. Mais c'est faisable. Et on commence à tester la possibilité de don de pénis sur
personnes trans, sur hommes trans à l'étranger. Ça commence à se travailler, mais c'est assez complexe parce qu'il faut quand même faire un don de tout un système reproducteur qui n'est pas là à la base. Donc, on voudrait même essayer de greffer avec les testicules et possiblement les spermatozoïdes, etc. Oh, waouh. Donc, ça serait Package vachement total, cool. quoi. Ouais, c'est vraiment assez ouf parce qu'on a déjà commencé les dons d'utérus, enfin les greffes d'utérus sur les femmes trans et ça a marché. Il y a une femme trans qui peut tomber enceinte même. Donc voilà. Wow. Mais pour revenir à la phalloplastie, du coup, en France et même à l'étranger, c'est une opération en plusieurs étapes et ça consiste à créer un membre grâce à une greffe de peau. Une greffe de peau qui va être prélevée à divers endroits selon la technique. Donc, les techniques les plus répandues, c'est la technique antébrachiale, donc avec la peau du bras, l'avant-bras, Ok, ici. juste ici. Moi, j'ai un avant-bras tout petit, donc clairement. Et on prend vraiment les 3 couches de peau. Donc, vraiment, c'est Ok. assez profond. Ok. Et il te reste de la peau après? Bah, en fait, Parce que- oui, il en reste, mais en fait, on garde une cicatrice assez costaud, quand même. Ok. Et qui se remet jamais vraiment à 100%. Et on aura toujours ce décalage avec la peau qui est au-dessus, quoi, qui n'a pas été greffée. Donc ça, c'est une assez commune. Et il y a la technique abdominale que moi j'ai pris, qui en fait, que je vais expliquer par la suite, qui est avec la peau du ventre. Et la technique dorsale avec la peau du dos. Donc assez commune aussi. Et du coup, moi, je voulais pas faire l'antébrachial parce que j'ai des tatouages sur les 2 bras et j'avais pas, je l'avoue, envie d'avoir une cicatrice visible. Je voulais vraiment un truc qui passe inaperçu. J'ai eu la chance pour ma mammectomie d'avoir une cicatrice autour des tétons qui passe aussi inaperçue. Donc, je voulais vraiment continuer sur cette lancée-là. Et en fait, tu veux que je détaille les étapes de la phallo que tu Est-ce veux, que, est-ce que toi, est-ce tu que crois que c'est ce serait nécessaire intéressant ou nécessaire de détailler? C'est juste que tu en parles beaucoup sur tes réseaux et du coup, est-ce que tu le fais dans un but justement pour éduquer et pour montrer, pour ne pas avoir de shame ou de, tu vois, de... Moi, ce que je fais, enfin, pourquoi j'ai voulu parler de la phallo, c'est déjà pour casser tous les fausses idées en fait qu'il y a sur la phalloplastie. Ok. Parce que dans la communauté et peut-être même en dehors, on pense souvent que la phalloplastie c'est pas à jour. C'est pas à jour encore visuellement. Il y a quoi comme fausses idées qui sont Ben, que ça ressemble pas vraiment à un pénis, que c'est ok. pas, esthétiquement c'est pas ça, c'est pas beau. Peut-être que c'est un fantasme un peu transphobe justement de vouloir, tu vois, indirectement Oui dire et que ce non. sera jamais la même chose, tu Oui vois. et non. Non. Oui et non, parce que il est vrai que au début, la phalloplastie c'était pas ça quoi. Ok. Voilà, c'était Au début, les opérations avant, tu veux dire? ouais. Il y a quelques années. Ouais, Ok. il y a quelques années, moi quand je regardais il y a plusieurs années, c'était pas encore esthétiquement là. Ok. Et ça s'est grave amélioré avec le temps, mais je pense que l'idée elle est née d'une vérité, hein. Et puis aussi cette idée que on n'a pas de sensation, que c'est pas voilà qu'on fait ça en fait, enfin pas sur un coup de tête, mais que c'est pas une bonne idée quoi de la faire. Et alors que c'est complètement faux du coup. Voilà. Moi j'ai fait ça déjà pour casser les mythes un peu sur la phallo. Et aussi pour informer les gens de comment ça se passe, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne savaient pas en fait comment se passait vraiment un parcours de phalloplastie et par quoi on passait. Quand on fait ça. Combien d'étapes du coup il y a dans la phalloplastie? Tu dis que la vaginoplastie c'est une, Ouais. la phalloplastie c'est combien? Alors si tu fais l'urètre, donc l'urètre c'est pour uriner debout, il y en a à peu près 7. 7 étapes. 7 si Parcours du ça se combattant. passe bien. Oh mon Dieu. Si ça se passe bien. L'urètre, c'est quand même 70% de risque de complications. Parce que on doit prolonger l'urètre. Parce que notre urètre n'a pas la même longueur. Ok. Donc on doit le prolonger pour qu'il aille jusqu'au bout du pénis, pour qu'on puisse uriner debout, en fait. Et du coup, ce qui veut dire créer un urètre qui n'est pas là. Voilà, et le connecter avec l'urètre natif. Ce qui crée beaucoup de problèmes. Parce que la connexion dit cicatrisation, dit parfois sur la cicatrisation des sténoses,
ça se bouche et tu peux Mhm. pas uriner. Et du coup, tu repasses sur le billard 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Cette étape. En fait, il faut un Mais- mental quand même d'acier pour pouvoir affronter tout Mais ça. même pour la vagino, une seule fois, je vais pas te mentir. Ah ouais, ok, c'est tout aussi violent, mais en une fois, quoi. Ouais, c'est pour avoir un peu vu comment ça se passe parce que j'ai lu des Oui. articles, je me suis intéressé, j'ai vu des vidéos, pour avoir connu énormément de meufs trans qui l'ont fait. Je sais que c'est très difficile et très douloureux. Je pense, je sais pas si c'est plus douloureux que nous, mais enfin, non, si c'est plus douloureux que nous. Pour moi, c'est mon avis, ça l'est Bien. plus. En plus, c'est hyper coûteux, non? Ou est-ce Non. que c'est pris en charge un petit peu au C'est moins, remboursé. ou- Ah, c'est remboursé. C'est remboursé à 100%, totalement, ou- ouais. Si c'était pas remboursé, ça nous coûterait à peu près entre 30 000 et 60 000 euros. Parce que c'est un peu les prix de l'étranger. Quand tu regardes les prix au Canada ou aux États-Unis, sans remboursement, bah, c'est ça en fait. Mhm. Et après, ce qu'on paye, principalement quand on passe en privé, moi je passe en privé, ça va être juste la chambre d'hôpital quand on est hospitalisé, des choses comme ça. Mais bon, la mutuelle prend aussi une partie en charge, donc il reste pas grand-chose à notre charge. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tu à la fin de la 7e étape? Est-ce que c'est Moi, j'ai fini pas fait l'urètre. Ok, Moi, vraiment, j'étais en mode laissez-moi pisser assis, pardon, c'est pas grave. Donc- c'est encore mieux. Ouais, limite. du coup, je fais pipi assis. En fait, c'est juste une toute petite ouverture qui est derrière mes testicules, en fait. Toute petite. Et en fait, il n'y a personne qui la voit, à part si vraiment on se met derrière mes couilles, quoi. Mais du coup, tu nous as pas expliqué. Donc, toi, tu l'as fait par rapport à l'abdomen, c'est ça? Ouais. Et du coup, bah, en fait, comme t'as pas de surplus de peau au niveau du ventre, en fait, on m'a mis des ballons abdominales dans le ventre pendant 2 mois, qu'on a gonflé en fait avec du chlorure de sodium basique. J'avais des petites chambres implantables des deux côtés. En fait, on mettait une petite aiguille, on gonflait les ballons de 100 millilitres par semaine pendant 2 mois. Wow. Et ensuite, en fait, ça m'a fait gonfler le ventre, vraiment en Mm. mode. On a vu les stories, ouais, genre c'était c'est big. impressionnant, hyper Et impressionnant. en fait, c'est ce surplus de peau-là qu'on a pris pour faire le membre. Et ensuite, on a juste fait une abdominoplastie. En fait, on a tiré ma peau du ventre vers le bas. On a fait une cicatrice en mode un peu césarienne et fini. Ok. Ok. Et enfin, j'allais dire, tout parcours est différent, donc c'est normal, mais j'allais dire de 1 à 10, genre, est-ce que tu as eu des complications justement, ou est-ce que tu as eu beaucoup de chance et tout s'est très bien déroulé à merveille, tu vois? J'ai une toute petite complication très légère, mais qui n'était pas vraiment une complication. C'est en fait quand j'avais mes ballons, j'avais un de mes ballons qui a comprimé un nerf de ma jambe. Du coup, on a dû arrêter le gonflement. Tout petit. En fait, c'est juste qu'on a dû Putain, arrêter le petit gonflement à droite. Ok. Et on a dû continuer à gauche. Mais en fait, j'étais déjà à plusieurs gonflements. Donc en vrai, il était déjà big. Mhm. Donc on n'a pas arrêté quand le ballon était comme ça, quoi. Il était vraiment déjà assez costaud. Du coup, ça n'a pas posé problème pour la phallo. Parce que j'avais vraiment peur que ça me pose problème et qu'on me dise, bon, bah, faut le retirer et recommencer, en fait. Et en fait, ça allait. Mais du coup, pour moi, une complication qui n'interfère pas dans l'opération, ça va. C'est pas une grosse complication. Oui, oui. Sinon, j'en ai pas eu. J'ai eu grave de la chance et je continue comme ça parce que je me fais opérer le 20 décembre. C'est la dernière, ça, du coup, 3 sur 3. En fait, non, là, c'est l'esthétique, c'est juste pour le gland. Du coup, c'est Ok. vraiment que esthétique. Ok. C'est une petite. La dernière, c'est le début mai. Tout début mai. Et tu peux avoir des érections avec. Ouais. Bah, justement, la dernière, c'est la pose de ma pompe érectile pour les érections, pour avoir des érections, etc. Avec la pose de mes prothèses testiculaires. Voilà. Ce que je disais, genre, je pense qu'il faut quand même une force mentale, mais genre phénoménale pour faire ça. Ouais. Qu'est-ce qui te donne cette force? Qu'est-ce qui te permet d'aller jusqu'au bout, en fait? Bah, en fait, t'es bien préparé avant. Hein. Il faut être sûr de ce que tu veux. Et c'est pour ça que moi, j'ai pris énormément de temps pour la phallo. Vraiment énormément de temps. J'ai bah. pris quand même 6 ans, enfin 5 ans, 5-6 ans à me décider. Surtout qu'au départ, j'avais vraiment cette idée qu'il fallait absolument que je sois super mal dans ma peau pour pouvoir faire la phallo. Cette idée que si tu fais la phallo, parce que c'est une grosse opération, ouais. Il faut que tu sois genre au bout du rouleau. Il faut que vraiment tu sois en mode j'ai trop- Que les gens qui font la phallo, c'est parce Ouais. qu'ils sont, Ouais, bah oui. Tout le ils monde sont pense. désespérés. Voilà, tout le monde pense Ok. que souvent. Ah ouais, moi je quand- vois pas du tout comme ça. Ok. Bah, souvent, dans la communauté, on pense que si on fait des grosses opérations comme ça, bah, c'est qu'on a des Ah. grosses dysphories à cet endroit-là. Ok, et qu'on c'est que peut pas tu peux pas exister sans ça, quoi. Il faut on absolument peut que tu pas le fasses. se voir dans le miroir et tout, on n'a pas de Ok, relation ok. sexuelle, on fait rien de Ok. cette partie-là. Moi, c'était pas du tout ça. Ok. Moi, j'étais en mode voilà, voilà, j'ai un vagin, tout va bien, ça me dérange pas plus que ça. J'avais une vie sexuelle, enfin, voilà, rien de ouf. Mais
je me suis toujours dit, putain, je pourrais être mieux quand même. Je pourrais être beaucoup plus heureux, je pourrais être beaucoup plus épanoui. Je sais que c'est pas vraiment le membre là qui me convient, qui me rend bien. Des fois, je suis un peu mal à l'aise quand même. Mais vu que c'est pas si grave, vu que j'ai pas envie de mettre fin à mes jours à cause de ça, ben, j'ai pas le droit de la faire. Tu vois. Et en fait, c'est en parlant avec mon psy et tout, et mes amis qui se disent, mais Louis, t'as pas besoin d'attendre d'être au bout du rouleau en fait pour vouloir la faire. Juste si tu sais que ça va te rendre mieux, bah vas-y en fait, tu vois. Et ça, je me suis dit, bah oui, en fait, c'est comme, je sais pas, les gens qui refont leur nez, ils attendent pas de vouloir se le péter. se péter tous les jours pour avoir envie de le faire. Juste, il leur plaît pas de ouf, donc ils le refont en fait, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah let's go. Et tu sens un avant-après au niveau de... Enfin, toi, est-ce que tu te sens plus à l'aise encore Ah bah plus grave. ou... Ah mais je me sens trop bien là. Ouais. Je me sens trop bien. Ça donnait plus de confiance en toi, Bah oui, et je me sens grave à l'aise. Et tu vois, même genre un truc tout bête, je me sentais... Des fois, tu te sens grave épié quand t'es une personne trans. Genre, des fois, il suffit que t'as un peu les jambes écartées dans le métro et tout. T'es comme ça, tu vois quelqu'un qui te fixe, tu te dis, putain, peut-être que la personne, elle sait, genre. Elle m'a regardé, tout ça se trouve, elle sait et tout. Peut-être c'est ma façon de croiser les jambes. Peut-être elle a dit, bizarre, il croise les jambes, il se bloque pas tu vois, le pénis et tout. J'étais en mode, peut-être c'est comment je me suis posée là à l'instant, je sais pas. Et là, en fait, j'ai plus aucun doute que comment tu vas savoir? Même si là, il y a une grosse tempête qui passe, qui baisse mon pantalon, tu vas juste être en mode, hop, désolé, petite oiseau est sortie. Donc, je me sens beaucoup plus safe et beaucoup plus à l'aise, même quand je suis seule avec moi-même et tout, je suis trop content. Mais même esthétiquement, je suis très content du résultat. Vraiment. Et je pense que c'est important quand même de rappeler que pour toutes les personnes transgenres qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui ne voudraient pas faire de phalloplastie ou de vaginoplastie, et que ces personnes sont tout aussi légitimes et tout bien sûr, c'est tout à fait OK. Parce que parfois, ça peut mettre une pression un peu de dire, est-ce que je dois aller jusqu'au bout du bout pour me sentir moins, quoi. Où est la dernière étape, quoi. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a jamais de bout. En fait, le bout, ça peut être la mamex, ça peut être les hormones, ça peut être vraiment ce qui vous convient. Après, je pense que faut pas se mettre de pression, rien n'est figé. On peut changer d'avis, on peut se dire la mamex, j'en ai envie, au final se dire bah non, ou l'inverse. Enfin, vraiment, faut pas se mettre de pression parce que je pense que moi, je me suis mis inconsciemment énormément de pression. Et au final, pour me dire 5 ans plus tard, c'est dommage d'avoir pris autant de temps à attendre de sentir mal alors que ça allait jamais venir, possiblement, quoi. Et sur les réseaux, du coup, encore une fois, tu disais que tu recevais beaucoup de commentaires. Est-ce que comment est-ce que les gens réagissent sur les réseaux sociaux par rapport à tout ce contenu, par rapport à la phalloplastie? Ils réagissent bien, quand même, je trouve, parce que déjà, les personnes concernées me remercient énormément d'informer sur cette opération. Et, non, mais c'est hyper courageux en vrai. Genre, tu t'en rends sans doute compte, mais moi, même, à part toi, je sais personne qui parle de phalloplastie. Les Américains. Voilà, c'est ça, c'est la référence. Les Américains, vraiment, parce que je pense que les Américains aussi sont beaucoup plus libres sur la sexualité en termes de manière générale. Ils ont c'est beaucoup moins tabou pour eux. Donc du coup, un truc comme ça, ça les choque pas du tout d'en parler publiquement. Alors qu'en France, on est un petit peu... Et tu regrettes jamais de dire des choses où t'es... Non, vraiment, je me dis que c'est vraiment important pour la communauté, mais aussi pour l'extérieur, parce que les gens aussi, après, ils disent « Ah, je savais pas que ça se passait comme ça, je savais pas qu'on pouvait faire ça, que c'était possible de faire ça, etc. » Donc c'est cool parce que je vois que tout le monde apprend. Et je vois aussi que ça fait tomber beaucoup de fausses idées auprès de la communauté. Il y a plein de mecs qui m'écrivent en mode « Ah moi je pensais pas, j'avais super peur de ça. » Au final, je me dis que c'est peut-être pour moi au final parce que je me faisais grave des idées. Et en fait, c'est complètement infondé. Donc c'est grave cool parce que je me dis que j'aide aussi certaines personnes à franchir certains caps parce qu'ils se bloquaient par rapport à des fausses idées ou des peurs qui étaient peut-être fondées, encore une fois, sur du néant ou des choses qui se sont perpétuées pendant des années, quoi. On a une dernière section qu'on aimerait faire, qui est une dernière. On a une section qu'on aimerait faire où on demande donc aux gens de la commu Paint de nous poser des questions à nos invités. Donc en l'occurrence, on leur a demandé par rapport à toi s'ils avaient des questions de tout genre. Déjà beaucoup de love de beaucoup de personnes qui te remercient, qui disent que ce que tu fais est incroyable. Et moi, j'ai une personne qui me demande, par exemple, mes parents ne m'acceptent pas après 1 an, mais je ne veux pas les laisser tomber. J'hésite à leur dire de m'appeler Nathan ou je sais pas. Est-ce que tu aurais des conseils? Les relations avec les parents, c'est quand même assez compliqué. Je pense, je parle de manière générale, vraiment pour la communauté LGBT. Mais pour les personnes trans, il y a vraiment c'est une autre dynamique. Nous, on est dans la dynamique de l'enfant dont on doit faire le deuil. Bon, vous aussi d'une certaine manière, parce qu'il y a
beaucoup de projections quand même sur les enfants. Ouais, totalement. Voilà, la famille, le fait de faire des enfants, etc. par exemple. Mais nous, on est vraiment, c'est notre identité, notre personne qui meurt. Vraiment, vous voyez la différence? Oui. C'est vraiment, on avait un enfant. Nous, c'est notre chemin, vous, c'est notre personne. Voilà, c'est ça. Vous, c'est, ma fille n'aura peut-être jamais d'enfant. Mais nous, c'est, ma fille est morte. Vous voyez, c'est un autre truc. Donc, la relation avec les parents, c'est quand même assez conflictuel. Ça peut être assez conflictuel. Moi, j'ai toujours 2 choses à dire. La première, c'est quand on aborde ce sujet avec ses parents, toujours s'assurer qu'on a un plan B. C'est-à-dire, soit qu'on est indépendant et du coup on a son appart et que si ça pète, on rentre chez soi et puis voilà, on sait qu'on a son cocon. Soit si vraiment on n'a pas de cocon, qu'on connaît quelqu'un de très proche qui, on sait, peut nous héberger en cas de quoi, voilà. Ou attendre vraiment de partir, d'être indépendant, de partir de chez ses parents parce que ça peut toujours péter, je pense, ça peut parfois aller assez loin. Voilà, il y a plein de jeunes qui se retrouvent tous les ans à la rue à cause de leur identité, etc. Donc, assurer sa sécurité et le dire de manière... comment dire? Moi, je dis toujours, il faut le dire... comment dire ça? Tu le dis à titre informatif. C'est-à-dire, voilà, tu fais ton coming out, il faut le dire à titre informatif. Tu n'es pas là pour avoir un accord. Ni, oui, ok, c'est bon, tu peux le faire. Oui, ok, d'accord, c'est bon, vas-y. Tu sais déjà qui tu es. Tu sais déjà ce que tu veux, approximativement. C'est pas à tes parents de valider ça derrière. Donc, tu le dis de manière approximative. S'ils acceptent, c'est bien. S'ils acceptent pas, peut-être ils le feront au fur et à mesure. Si tu veux les accompagner, tu as le droit, mais c'est pas une obligation. On n'est pas, on doit pas se sentir en fait redevable, on doit pas se sentir, obligé d'éduquer nos parents et de les forcer à nous accepter. C'est bien s'ils le font, c'est censé être normal. Normalement, un amour de la parent, c'est censé être inconditionnel. Mais je pense que beaucoup ont perdu la notice en route. Mais voilà, c'est vraiment un titre informatif en fait. C'est pas une mission que de faire que vos parents vous acceptent, quoi. C'est Non. toi, ta life. Non. Et franchement, je trouve que c'est à la perte du parent en fait de refuser son enfant et ça doit pas être une perte pour toi. Donc moi, je dis toujours en plus, pour faire l'effort de bien genrer et d'appeler correctement son enfant, vraiment quand on a l'envie, allez, quelques mois, pas plus. 2 ans, 1 an, il y a un manque de volonté. Et dans ces cas-là, il faut peut-être reconsidérer l'attention et le temps et la relation qu'on entretient avec la personne. Peut-être prendre ses distances. Je dis pas couper les ponts parce que c'est difficile quand même de couper les ponts avec ses parents. Après, moi, je n'aurais pas de problème à le faire si ça devait m'arriver. Hein, franchement, chacun pour soi et Dieu pour tous, pardon. Il y en a une ici qui dit est-ce que tu es insatisfait de pas être un mec cis ou est-ce que tu es fier d'être un homme trans? Et j'ai l'impression que c'est peut-être malgré la personne, c'est peut-être un peu transphobe comme question, je suis pas sûr, mais je pense qu'il y a ce fantasme cis où les gens pensent que les personnes trans essayent d'être des personnes cis, tu vois, genre, et se rapprocher le plus possible d'une personne cis, mais alors que c'est pas du tout ça. Et je pense qu'il y a quand même un vrai concept de fierté trans, tu vois, qu'on est trans, on est cis, mais on est fier d'être la personne qui on est, tu vois. Il y a pas de, tu vois, donc comment tu réponds à cette question? Moi, je suis grave content d'être trans. J'aimerais pas être un mec cis, j'avoue. Ok, voilà. Mais après. Est-ce que ça aurait été plus facile si j'avais été né cis? Bien évidemment. Bien sûr. Je n'aurais sûrement pas eu à faire toutes ces opérations et tout mon parcours n'aurait pas été ce qu'il est. Donc oui, la facilité, elle est là. mais être trans, ça m'a apporté tellement de choses, de déconstruction personnelle, même le fait de comprendre certains parcours de manière très intense et ça m'a apporté tellement de choses, je peux même pas citer tout ce que ça m'a apporté. Donc j'en suis très reconnaissant et je suis très fier de l'être. Donc non, même pas pour rire. On peut en prendre peut-être une dernière, mais il y a quelqu'un qui demande est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes trans et musulmanes? Je t'adore. C'est dur ça. C'est dur d'être. Je pense que c'est dur d'être croyant, peu importe la religion, quand on est trans, parce que dans tous les cas, on n'est pas accepté dans n'importe quel cercle. Moi, je dirais, c'est de le garder pour soi. Franchement, c'est de le garder pour soi. Ouais. De pas le dire. Mais attends, maintenant pas que de j'y pense... pas le dire, mais enfin,
Oui, mais à un moment... Une fois que tu le dis de manière publique, par exemple sur les réseaux sociaux, tu peux le dire autour de toi, ça, voilà. Mais sur les réseaux sociaux, il y a vraiment beaucoup de haine sur les personnes LGBT croyantes. Que tu risques de te prendre pour rien, en fait, parce que juste t'es là, t'existes. Ce truc de ouais, mais non, t'es pas vraiment croyant parce que voilà, tu fais quand même ça, tu t'es quand même comme ça, etc. Ou alors c'est une épreuve de Dieu, faut que tu résistes, faut que tu pries, faut que tu machin. Et quand tu te manges ça tous les jours, ça peut être un destructeur, en fait. Donc, moi, je dirais de se concentrer sur sa relation avec Dieu. À la fin, de toute façon, c'est toi et toi tout seul dans la tombe. Il n'y a personne d'autre. Tu vas pas énumérer les péchés des autres et les autres, ils vont pas énumérer tes péchés non plus. Mais comment tu fais avec ta famille et tout ça si à un moment donné, si tu veux qu'on t'appelle par ton nom, dans une famille musulmane, pour la personne là, Mais attends, mais au-delà de ça, que ce soit musulman ou autre, est-ce qu'il y a vraiment une relation entre la transidentité et la religion ? Parce qu'il n'y a aucun... Je ne suis pas expert du tout, parce qu'on n'est pas croyant et tout, etc. Mais il n'y a pas de trace écrite ou quoi contre les personnes trans. Mais tu vas leur demander de t'appeler d'un autre genre, ils ne vont pas comprendre, tu vois. Oui, mais je veux dire, dans les écrits, tu vois, parce que par rapport à la religion, tout le monde reprend les écrits de « c'est dit noir sur blanc, que c'est contre nature, que c'est pas normal ». Mais les personnes trans, la transidentité en soi... dans l'islam, la plupart des gens ils te reprendront le fait que dans le Coran il est écrit que les hommes ne doivent pas se comporter, agir comme les femmes et inversement. Donc s'habiller comme, agir comme, et en fait ça c'est pour eux le paragraphe sur la transidentité. Voilà. En gros on essaye d'agir comme, tu vois. D'accord. Donc voilà. Dans tous les cas c'est vu comme un péché très grave. En plus de ça... pas doublement grave, mais encore plus grave parce qu'on change ce que Dieu a créé à la naissance en faisant des opérations, machin chouette, etc. En plus de ça, on est dans l'homosexualité parce qu'en vrai, ils ne nous considèrent pas comme des vraies femmes et des vrais hommes. Donc du coup, en plus de ça, si on est hétéro, en plus de ça, on est dit lesbienne. Enfin, il y a tout un chemin biblique qui fait qu'on cumule les péchés. On espère que... Des gros pécheurs, pécheuses. Ouais, voilà. Comme on les aime. Ça s'améliore avec le temps. Toi qui t'es vraiment... tu fais partie de la ballroom, notamment parisienne, et t'es un peu une figure aussi de ça, j'ai l'impression. Il y a une question par rapport à ça. Est-ce qu'il n'y a que des rivalités saines ? Est-ce qu'il n'y a que des rivalités saines dans la ballroom ? Non. Il y a aussi des rivalités... La ballroom, c'est pas un safe space. Voilà. Faut remettre les pendules à l'heure. Dans le sens où c'est un lieu où effectivement, c'est jamais le lieu où on va te juger et te pointer du doigt pour ton identité, tes attirances sexuelles, ton style. Enfin, ça, c'est clair et net. C'est pas la société. Mais c'est pas un safe space dans le sens où c'est un lieu de compétition. Voilà. Donc, la base, par exemple, de la ballroom, c'est le shade, tu vois. Il faut avoir les épaules pour être dans la ballroom. Il faut... Pour te recevoir ce shade. Et parfois, c'est hard. C'est hard. Et ça, on se taille les uns les autres sur le floor. En dehors, c'est autre chose. Ce qui est vraiment safe place, c'est la house que tu as choisi, la famille que tu as choisi. C'est là-dedans qui va se créer ce safe place-là. Une fois sur le floor, par exemple, c'est la guerre. C'est la guerre. Quand tu es, comme moi, dans une catégorie où tu es noté, jugé, et tu battles pour ton passing, comme Transman Realness, c'est ça. C'est des mecs trans qui passent devant le panel et qui vont être jugés sur le fait qu'ils soient... soit ils ont un passing, soit ils l'ont pas. Mais t'as pas le passing, on te dit one chop et c'est fini. Wow. Et donc c'est hard. Et quand t'es en battle face à un autre mec trans, on va se tailler sur nos physiques. S'il est plus petit que moi, je vais le dire. S'il est plus petit que moi, je vais le dire. Pas trop d'avoir d'insécurité, parce que sinon tu sors de là, t'es oui. Si y a les meufs trans, quand elles battle ensemble, et en plus les meufs trans, elles sont hard dans la ballroom, elles sont chaudes, elles sont vénères. S'il y a une meuf trans qui a une pomme d'Adam visible, elle va montrer sa gorge, elle va faire moi. C'est lisse. Non mais le ballroom, il faut absolument qu'on fasse un sujet dessus. C'est du shade, c'est du shade hard. Mais si t'as pas les épaules, sois spectateur ou spectatrice. Après, si c'est les règles du jeu et que c'est la compétition, c'est la guerre. Et si tu sais que ça se passe comme ça, t'es préparé un minimum quand même.
Ah ouais. Mais bon, on devrait vraiment faire un sujet sur la Ouais. ballroom. Ouais, Bah, ça- tu ira reviendras en- pour ça, du coup. Exactement. Du coup, on revient à l'anecdote, à la question pain, je sais pas si on va l'appeler comme ça, mais bon, à l'anecdote du début du podcast, ouais. qui était, tu peux nous le rappeler, du coup J'ai vu, Si tu t'en souviens pas, j'ai- c'est que j'ai c'est du vu- mytho. j'ai vu Beyoncé 6 fois en concert. Est-ce que c'est vrai Ah, ou alors, est-ce que c'est faux bah, Moi, je écoute, pense que c'est faux. Moi, j'ai calculé dans ma tête et je me suis dit. Est-ce qu'elle est déjà Beyoncé, passée 6 fois En France Je sais même. Ah oui, j'allais dire dans le monde évidemment, mais. Parce que Moi, j'ai- je dis que c'est faux. J'ai Vas-y. pas dit. Moi, je crois que tu t'es foiré sur le 6. T'aurais dit 3 ou 4, je t'aurais cru. Mais 6, moi j'ai Non, dit mais que c'est justement, faux. s'ils disent 6, c'est que c'est un fact de fou et que c'est vrai, tu vois. Enfin, moi, je dis faux parce que. Moi, je dis faux. C'est faux, mais. mais. mais t'es super fort parce que je l'ai vu 4 fois. Ah. J'ai fait mes calculs. Moi, Super. j'ai C'est un, vrai un bac qu'ils sont maths Super fort. Beyoncé. Ouais, surtout que toi, tu vois tout de suite les mensonges. Toi, t'es trop fort pour Non, ça. mais super fort. Parce qu'en plus, il a vu le mensonge et il l'a rectifié. Ah, Donc ça ça c'est- passe. Good pas, job, ça good passe job. pas. Ça- Franchement. Bah, en tout cas, franchement, merci beaucoup pour tout ce que tu fais, pour toutes les personnes que tu aides, pour surtout ta transparence, parce que c'est tellement C'était nécessaire. un petit jeu de mots choisi. C'était pas fait exprès, Non, mais mais c'est Transparence. passé. Transparence. Non, vraiment, t'es Et, un mec et incroyable. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Franchement, du courage pour mon déménagement. Parce que je déménage dans quelques Mais mois. bah, t'as de la chance, écoute. Moi, je cherche en ce moment d'ailleurs si Mais moi, je je suis quitte encore. la France, donc Ah voilà. Mais tu vas où Je vais à Montréal. Ah, mais dis-nous, nous on a vécu à Montréal, on a fait nos études là-bas. Enfin, Ah, dis-nous, enfin, nous, ça change attendez, rien. on va mais- sortir, Enfin en non, on parle peut pas après. te. On en fera, ouais, c'est clair. Ok, bah Mais putain, ouais, et voilà. il y a une date de prévue. Bah ouais, là, juin. Mais Trop on aurait chouette. dû faire le podcast là-dessus. On a plein de thèmes Faut là-dessus. qu'on passe par de Ballroom, Montréal. Canada, tout On ça, le tout fera à ça. Montréal. Non mais c'est merci clair. encore énormément, merci pour ton temps, merci de tout ce que tu fais sur les réseaux, nous on t'adore merci à vous. et merci à toutes les personnes que tu aides au quotidien. Merci à vous. Voilà. Voilà, bah, on se donne rendez-vous pour un. Oh là là, nos prochain- conclusions elles sont nulles de. Allez Oui. bon bah ciao. C'est vrai que ça fait ciao. Sur ces belles paroles. Ah non même pas. Bon bref, Bah, en tout cas, on se donne rendez-vous pour un Nouvel épisode. la semaine prochaine ou peut-être pas la semaine prochaine, mais bon pour le nouvel épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé ou d'écouter et on vous dit à la semaine prochaine Pour dans un nouvel épisode de de Contre nature. Ciao, ciao. Bisous.